finale du GT World Challenge Europe se déroule ce week-end à Barcelone en Catalogne et comme nous l'avions annoncé sur Endurance Info, nous avons pris vos questions que vous pouviez poser à Laurent Gaudin, manager général des Crowdstrike 24 heures de Spa, et à Jean-Michel Barthes, le team principal de Come2You Racing. Avec Laurent Mercier, nous avons fait le tri sur les différentes questions qui nous ont été posées et nous allons les soumettre donc à Laurent Gaudin et Jean-Michel Barthes. Ce sera le sujet de ce numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Laurent, nous sommes donc avec Laurent Gaudin et Jean-Michel Barthes sur le circuit catalan de Barcelone et ça va être un petit peu... on avait fait l'interrogation de rentrée avec Jean-Michel Barthes il y a quelques semaines dans un précédent numéro de notre podcast et nous allons donc faire l'interrogation de fin de saison avec vos questions, les questions des auditeurs de ce podcast et des lecteurs d'Endurance Info sur différents sujets attenant au GT World Challenge et au GT3 plus globalement, l'organisation des courses et des meetings, notamment avec Laurent Gaudin, et plus la vie d'une équipe avec Jean-Michel Barthes. Laurent, je te laisse la main pour la première question qu'on va poser à Laurent Gaudin. Bonjour messieurs, déjà merci d'avoir accepté de répondre aux questions des lecteurs, et vos précédents passages dans les podcasts ont été très positifs, ont été très écoutés et on a reçu beaucoup de questions. Et je pense que les gens ont vraiment apprécié votre côté ouverture et votre côté sans langue de bois, ce qui se fait rare en sport auto, faut quand même signaler. Donc évidemment, c'est un plus, comme Pierre l'a précisé. Allez, première question pour Laurent. Donc c'est une question de Guillaume. Alors, je tiens à préciser quand même que vous avez demandé à ne pas connaître les questions. Oui, aussi bien l'un comme l'autre. Donc vous ne connaissez pas les questions. Joker. Non, mais vous connaissez pas les questions, donc c'est un peu une surprise. Donc Laurent, on a une question de Guillaume qui demande si à l'avenir on peut aussi avoir des alternances avec de nouveaux circuits, pourquoi pas. Donc avec, je sais pas, un retour de Silverstone, avec le Mugello, le Hungaroring, le Red Bull Ring, des circuits un petit peu différents. Il y a des circuits différents tous les ans. Stéphane Rattel et Patricia Kieffer aiment à changer un paramètre par an pour à chaque fois donner un peu plus de piquant, un peu plus de découverte aux équipes. Donc l'année prochaine, c'est par exemple Portimao. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a une histoire de, alors, c'est moi, c'est plutôt la question, je rebondis sur la question, mais est-ce qu'il y a une histoire de localisation de circuit? Est-ce que vous regardez à ce qu'il y en ait un peu dans le sud de l'Europe, un peu dans le nord, un peu dans l'est? C'est un ensemble de paramètres. C'est effectivement une question géographique, mais c'est une question aussi d'intérêt par rapport à nos clients, nos partenaires, nos pilotes. Donc on va dans un pays où on a des affinités particulièrement. Donc là on travaille sur Portimao, Patricia Kieffer travaille sur Red Bull Ring, donc ça bouge, oui bien sûr. Ça bougera aussi forcément l'année prochaine. Théorie. Non, ça prend de pouvoir organiser un meeting sur un nouveau circuit ou retourner sur un circuit. Ça se fait pas cette année pour l'année prochaine. J'imagine que ça prend un peu plus de temps. Alors ça prend le temps de la négociation initiale, donc la phase de séduction, la phase de discussion, la phase financière, et après la phase terrain où il y a une visite et on travaille à adapter notre circuit, nos structures en règle générale sur le circuit. Donc ça, les paddocks, c'est les box, c'est plein de choses comme ça. L'hôtellerie, est-ce que le côté hôtellerie, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en considération? C'est invariable, hôtel-restaurant, il y a des super circuits en Europe, sauf qu'il n'y a pas un hôtel à moins d'une demi-heure, donc c'est forcément quelque peu pénalisant, oui. Oui, nos clients aujourd'hui, il est là pour le confirmer, s'il n'y a pas un peu de glamour, un peu de restaurant, un peu d'hôtel à proximité, un peu de service, ça devient pas très positif. Jean-Michel, donc on a aussi une question de Guillaume, parce que Guillaume m'a posé une question et à Laurent et à toi. Bonjour Guillaume. Guillaume qui voulait savoir quelle est l'implication d'Aston Martin pour une équipe cliente comme la tienne. Quel est le soutien? Est-ce que vous participez un petit peu au développement et quel est le suivi? Est-ce que c'est la même chose avec tous les constructeurs, notamment avec Audi ou comme Come2You Racing a travaillé juste avant de passer avec Aston Martin? On a un soutien de leur part qui est notamment un soutien en argent par rapport à la voiture pro. Donc la voiture dans laquelle on a Niki Team, Marco Sorensen et Mattia Drudi. La voiture est en partie financée par Aston Martin. Le reste, c'est oui, pas mal de soutien sur le plan technique. C'est eux qui sont notamment en charge, on en parle régulièrement, de la gestion de la balance de performance avec les organisateurs. Et tant mieux que ce soit pas les teams qui le fassent. On est quand même assez impliqué dans le développement technique et dans les futures potentielles évolutions qu'on pourrait avoir sur la voiture.
ou sur parfois rien que la compréhension de la voiture. Et on est d'accord que le châssis pro, même si c'est une voiture pro, c'est un châssis comme to you et c'est pas un châssis Aston Martin Racing. Dans ce cas-ci, oui. Alors ça, c'était pas le cas chez Audi, par exemple, où on avait un châssis qui était À Spa fourni par Audi. ou pour la Ah, saison. ça dépend. Ça dépend de l'accord qu'on a. Il y a des teams qui reçoivent les châssis pour l'entièreté de la saison. Il y a des teams qui reçoivent des châssis, en effet, pour des courses comme Spa, où c'est un châssis spécifique qui est mis à disposition. Ou bien il y a des châssis qui appartiennent au team et qui sont mis à disposition à ce moment-là du constructeur pour la faire rouler. Et le châssis de la 007, donc, qui a gagné le centenaire des Cross-Track 24 heures de Spa, il fait quoi? Il roule toujours ou il a été mis au musée? Il roule toujours, mais il ne nous appartient plus. Ok, donc le châssis a été vendu, mais vous continuez à l'exploiter. Tout à fait. Ouais. Et ici, c'est celui qui roule en endurance? C'est la 007 qui roule en endurance? C'est pas la 007 qui roule en endurance. La 007 qui roule cette année n'est pas la 007 De l'année passée? Ouais. Et vous les changez tous les combien à peu près les châssis? On essaye de les changer tous les 2 ou 3 ans. Alors peut-être pas l'entièreté du parc, mais ça dépend un petit peu des kilométrages qu'ont les voitures, mais on essaye à peu près de les changer tous les 2 ou 3 ans. Alors, j'ajoute, mais je sais pas si tu l'as dit, mais j'ajoute qu'il y a une assistance technique aussi du constructeur à vos côtés. Bien sûr. Ouais. Technique et humaine? Technique humaine, c'est notamment le camion pièce qui est sur les circuits et qui est là, un magasin roulant en fait, hein, qui est là si jamais on a besoin d'une pièce que nous n'avons pas en stock, eh bien eux sont là pour supporter ça. Mais c'est aussi un ingénieur motoriste par exemple qui est là. Si on a un souci sur un moteur et qu'on n'arrive pas à le comprendre, parce que le moteur il est fermé, il est scellé et donc, eux ont accès à certaines données et peuvent aller vérifier certains paramètres avant qu'on change le moteur ou qu'on ait d'autres mesures à prendre. Alors, on a une question d'Aurélien qui demande approximativement quel est environ à peu près le budget pour d'une organisation pour une course GT World Challenge Europe. C'est cher. Est-ce que c'est de plus en plus, enfin, est-ce que ça augmente, enfin, une augmentation des coûts, mais est-ce que les circuits sont plus chers à louer? Est-ce que le service est plus cher? Est-ce que le service est différent au fil des années? Alors, on avait déjà eu cette discussion-là lors du dernier podcast, donc je répète en un premier temps ce que j'ai dit. Oui, c'est cher. Oui, ça augmente chaque année. Lors de la discussion, c'est 30% de plus depuis le Covid, et puis toutes les diverses crises géopolitiques, il faut se battre en permanence. Les circuits sont tous bien gentils, ils sont tous ravis de nous avoir, sauf que il faut être extrêmement vigilant sur le cahier des charges, extrêmement vigilant sur les services qu'ils fournissent, pardon, parce qu'il y a toujours un truc qui va pas, et c'est une bagarre permanente pour avoir le vrai service qu'on offre d'ailleurs à nos clients. Et je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais on a l'impression que les circuits qui sont pas des circuits de grade 1, des circuits F1, ont de plus en plus de mal à investir et qu'on se rend compte sur les circuits et même sur les meetings. On a quelques précédents, ne serait-ce que cette année où ça devient plus compliqué. Alors, c'est pas une règle automatique. Il est vrai, par contre, qu'un circuit de Formule 1 se doit d'avoir une maintenance impeccable en termes de sécurité, de pistes et des structures. On le voit ici à Barcelone. La Formule 1 a dit maintenant ça suffit, vous allez me rénover un petit peu tout votre truc. On a un nouvel tour, nouveau ci, nouveau cela. Donc ça, oui, la Formule 1 joue énormément à ce que le circuit soit au top. Mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi un autre circuit qui aime son travail, aime son métier et ne règne pas sur les comptes ou n'importe quoi pour regarder. Oui, il y a des circuits qui sont en mauvais état, oui, bien sûr. Parce que le travail n'est pas fait, parce que la maintenance est moyenne, parce que c'est priorité à la rentabilité, donc c'est des clients tout le temps, et donc il n'y a pas de phase d'arrêt pour réparer. On l'a vu au Nürburgring récemment, quand la piste n'est pas en live et qu'on arrête les séances d'essai. Évidemment que c'est une catastrophe. Les gens sont là ils ont payé pour rouler, ils roulent pas. Donc on le prend très mal, bien sûr. Mais le prix est le même. Ah bah ça, mes amis, le prix est le même, oui. Mais moi, j'avais une question en tant que team, on nous dit toujours les coûts augmentent parce que les circuits augmentent leur tarif. Est-ce que justement les circuits typés Formule 1 ne profitent pas un petit peu de ce label pour pouvoir pratiquer des prix qui sont excessivement chers? Que ce soit au niveau de l'accès piste, mais ça peut être également la mise à disposition des loges, la mise à disposition des bâtiments et ce genre de Une choses. réponse brève? Oui. Oui. Ok, c'est ce qu'on aime bien, nous. Voilà. Donc, Bah évidemment. Hélas, d'ailleurs, un circuit de Formule 1, par son investissement, comme je viens de le dire, mais aussi par sa structure et son image, a une tendance à avoir des prix beaucoup plus élevés qu'un circuit qui ne l'est pas. Oui, bien sûr. parce que moi, je pose cette question quand on fait, vous le savez, on fait l'hospitality à l'hôtel de l'eau Rouge à Spa. Cet hôtel de l'eau Rouge, chaque année, se dégrade de plus en plus, mais il est de plus en plus cher chaque année. Il est non seulement de plus en plus cher, mais en plus il est plus cher pour nous.
Oui, mais C'est-à-dire que les tarifs d'hôtellerie aux alentours des circuits sur lesquels on se, on tourne, sur lesquels on se produit, je vais pas y arriver, on se produit, ils augmentent tous leur prix dès qu'on arrive. Oui, bien sûr. Oui, oui. je suis d'accord. Mais c'est pareil pour la Formule 1. C'est-à-dire Ah oui, il y a trois épreuves trois championnats qui font que les prix augmentent, le WEC, la Formule 1 et nous. Voilà. Donc, un chambre d'hôtel pour aller à une course de seconde division, c'est 300 euros. Chez nous, c'est 500. Donc, oui, tout le monde profite du système, bien sûr. Et c'est hélas injouable parce que les règles de la concurrence européenne ne te permettent pas de dire faut pas faire ça parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Et combien de temps avant alors je dis pas les dates, mais au niveau des circuits, combien de temps avant vous savez sur quels circuits vous allez rouler la saison suivante, en moyenne à peu près? Vous savez longtemps, vraiment longtemps avant l'annonce du mois de juillet? Il y a trois types de circuits. Le circuit sur lequel il y a un attrait de nos concurrents et de nos partenaires. Ce circuit-là, on fidélise. Même si c'est plus cher, on cherche des pistes, on négocie, on travaille. Je pense par exemple à Barcelone ou à Monza, par exemple. Après, il y a des circuits sur lesquels il y a toujours une ombre sur le résultat. Est-ce qu'il y aura du public? Est-ce qu'il y a une bonne organisation? Est-ce qu'il y a une bonne piste? Est-ce qu'il y a un bon service de sécurité, des bons médecins? Ces circuits-là ont une épée de Damoclès et c'est leur performance qui fait qu'on reste ou pas. Puis les circuits, on y va à contre-cœur. Alors j'en connais un ou deux personnellement au cours de cette saison, hein, on n'y va pas forcément. Et ces circuits à contre-cœur, ceux-là sont menacés parce qu'on cherche toujours mieux. Et quand on dit à contre-cœur, c'est parce que quelque part, ça va pas. Le service qui est fourni ne va pas, donc on va chercher ailleurs. Maintenant, on essaye bien sûr de fidéliser le plus possible et on a des contrats sur plusieurs années, ce qui permet parfois de limiter les augmentations de prix. Mais c'est pas toujours le cas. Jean-Michel, on va rester dans le budget oui. avec toujours Aurélien. Comment s'articule un budget avec les différentes, vous faites rouler comme tout, vous faites rouler des voitures dans différentes classes. Comment s'organise le budget entre un budget pro, donc comme tu disais tout à l'heure, qui était soutenu par Aston Martin, une voiture qui roule en silver, une voiture qui roule en bronze ou une voiture qui roule en gold? Qui fait quoi? Qui apporte qui? Et comment est-ce que ça s'articule? Alors que la voiture roule en catégorie pro, Le même prix. gold, c'est le même prix. Un volant sur une GT3 actuellement, en endurance, doit se vendre, s'il est vendu, je pense, au juste prix, doit se vendre en endurance entre 270 et 330 000 euros la saison. Le volant, hein. Je te coupe. Quand c'était en Audi, on était beaucoup moins cher avec une Audi qui était une voiture d'ancienne génération. Oui, parce qu'il y a des voitures qui ont, comme on a déjà discuté, il y a des voitures qui ont des coûts au kilomètre qui sont plus bas que d'autres. Donc la différence peut se faire là. C'est pour ça que je dis on devrait pour moi être entre 270 et 330 000 pour un volant en endurance, peut-être même jusqu'à 350 000. Si on parle du sprint, on doit tourner plutôt aux alentours de entre 250 et 300 000 euros le volant en sprint. Alors après, comment ça s'articule? Ça dépend vraiment des cas. Il y a parfois certains pilotes qui disent moi je veux rouler avec un pilote pro et je suis d'accord de payer l'entièreté de la voiture. Bah, c'est à ce moment-là le pilote client qui décide de payer l'entièreté. En général, c'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement, ce serait facile. En général, comment ça se passe? Ben, c'est nous, les teams, et on est en plein dedans, là, on est en plein dans le mercato. C'est nous qui rencontrons les pilotes et on voit le budget qui est possible d'être apporté par le pilote et on essaye de former nos équipages pour l'année prochaine. Alors, vient également là-dedans, parce que quand je parle de 250 à 300 000 euros, par exemple, pour un volant, c'est ce qu'on devrait payer s'il n'y a pas de partenaire. À partir du moment où il y a un partenaire qui est là, ben, ses prix de vente peuvent évidemment diminuer. Il y a un sponsor du team, il y a un sponsor d'un équipage ou quoi que ce soit. À ce moment-là, ça peut en effet baisser le tarif. Et donc, ça nous arrive aussi d'avoir une partie de la saison qui est financée par des partenaires. Donc, traditionnellement, c'est le bronze qui amène, quand il y a un bronze dans la voiture, c'est le bronze qui amène la majorité du budget. Maintenant, on sait le niveau des bronzes a nettement augmenté. Et les bronzes ont peut-être aussi maintenant tendance à vouloir moins payer de par leur niveau, contrairement à il y a, je sais pas, à 5-6 ans. Oui, mais non, parce que on a toujours cette demande de la part du bronze d'avoir quelqu'un qu'il choisit à côté de lui. Alors, ce qui est assez fréquent, en fait, en tout cas chez nous, ce qui est assez fréquent, c'est d'avoir la voiture et l'équipage géré par le bronze qui l'est entièrement. Et il vient avec son équipage et il voit avec nous si cet équipage peut participer, par exemple, à la Bronze Cup ou à d'autres choses. Sachant que les silver qui sont des jeunes pilotes peuvent eux aussi être amenés à amener un budget pour le compléter, Bien sûr. voire même un gold. Ah, bien sûr, oui.
On parle pas que du pilote Platinum qui, lui, ne paye pas parce qu'il a un contrat de pilote d'usine. Non, et il y a même parfois des montages où la voiture pro n'est pas entièrement payée par le constructeur et où le team doit trouver une solution pour pouvoir financer une partie de la Ouais. voiture pro. Parce que il faut pas croire que Avec ses propres sponsors. avec ses propres sponsors ou bien avec le reste des équipages et où il y a un effet de vase communicant où il y a la voiture pro qui est financée en partie, mais qui sert de benchmark pour le team, pour les autres pilotes, etc. Ça arrive également. Faut pas croire que les constructeurs mettent énormément d'argent sur la table pour les équipages. C'est pas aussi simple que ça. Et bien souvent, il faut bien se dire aussi une chose, c'est pas de l'argent qu'ils mettent, c'est des pièces à Et disponibilité. ça reste de la protection client, hein. Faut pas oublier ce détail, hein. On fait pas je fais un pro. Mais votre 007, par exemple, est-ce que c'est vous, avant, en 2023, 2024, pardon, quand vous êtes arrivé avec Aston Martin, est-ce que c'est vous qui avez regardé un peu dans le panel de pilotes Aston Martin Racing pour essayer de composer un équipage, ou est-ce que c'est Aston qui vous a dit, voilà, vous aurez Marco Sorensen, vous aurez Niki Tim dans la voiture, et Mattia Drudi, évidemment, dans la voiture, ou est-ce que c'est un peu vous aussi, vous avez votre mot à dire pour le choix de l'équipage? Alors, en fait, c'est marrant parce que la réflexion que tu fais, elle me fait sourire parce que c'est plutôt Marco Sorensen et Niki Tim, évidemment. Et nous avons fort insisté pour qu'ils prennent et qu'on puisse avoir Mattia Drudi, Le choix est gagnant. je pense. Mais, mais donc voilà, c'était notre demande aussi de pouvoir renouveler cet équipage cette année. Et c'est notre souhait et notre demande. Et je pense que on sera là pour la troisième fois si nous revenons en GT World Challenge avec le même équipage. Laurent, on a une double question de Loïc par rapport au règlement. Déjà, comment est-ce que se gère l'évolution des règlements d'année en année? Est-ce que c'est ce qui s'est passé ou s'il y avait, je sais pas, il y a un trou dans une raquette à un moment que vous n'avez pas prévu et que vous modifiez pour l'année d'après? Est-ce que les équipes et les constructeurs participent aussi avec vous ou on peut avoir des demandes pour les changements de règlement? Alors, le règlement, il y a plusieurs voies d'évolution. La première voie, c'est l'expérience de l'année en cours. On reprend tout ce qui s'est passé, on regarde ce que les trous du règlement qui sont parfaitement exploités par les équipes ont permis et on essaie d'y contrecarrer. Donc ça veut dire une rédaction différente des articles ou des évolutions sur ces articles eux-mêmes. Première chose. Deuxième chose, il y a une volonté du promoteur de changer son format, ou changer les formats pour être plus attractif. Donc là, c'est plus en profondeur. Mais il faut avouer que depuis quelques années, il y a eu peu d'évolution de ce genre-là, hein. Ça s'est resté, on est dans un schéma qui fonctionne. Le troisième, c'est effectivement tout ce qui va être des consultations. On fait ce qu'on appelle des sondages en fin de saison auprès des équipes et on leur demande, tiens, voulez-vous qu'on modifie ça en termes d'horaire, de procédure, des choses comme ça. Le Super Pole, par exemple, à Spa, ou C'est pas le bon exemple. La Superpole, elle aurait dû évoluer depuis longtemps. Non, mais vous avez demandé Mais, aussi. mais notre rédaction, on l'a demandé, effectivement, parce que il faut savoir que le règlement, il est figé pour un an. C'est-à-dire que, à partir du moment où il a un visa fédéral, un visa de la FIA, tu changes rien du tout. On peut pas faire d'amendement. Non, c'est comme ça. C'est la loi classique, c'est qui régit tous nos sports. Alors, tu peux faire des modifications si c'est en liaison avec les sécurités des pilotes et des personnes, mais pas sur la partie sportive. Donc, en l'occurrence, comme le format de la Superpole de Spa était inscrit dans le règlement 2025, il n'était pas modifiable à moins d'avoir le vote, non pas unanime parce que c'est fini ça depuis un moment avec la FIA, mais un vote majoritaire des équipes. Or, dans le cas présent, les équipes Porsche, l'équipe Mercedes ont essayé de dire non. Bah, voilà, on n'est pas été plus loin. Donc cette année, le format de la Superpole ne sera pas précisé au règlement 2026, il sera précisé ultérieurement par un règlement particulier à l'épreuve et on aura le temps de réfléchir à ce qu'on Ouais, va y faire. parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Cross-Track 24 heures de Spa, qui sont les preuves majeures du championnat, a un règlement particulier Oui. qui est adapté au format de Toutes les l'épreuve. épreuves, hein, en particulier. Ouais, mais Qui- encore qui- peut-être plus à Spa. Ils sont plutôt là pour être des compléments à ce règlement général. Une fois encore, c'est pas là pour modifier, c'est des compléments généraux. Il y a de la volonté de certains teams d'avoir des modifications dans le règlement ou dans les formats. De notre côté, ça fait quelques temps maintenant qu'on en parle et qu'on dit, moi j'aimerais bien, par exemple, avoir une course d'endurance qui dure 3h20 et qui redonne de la stratégie à l'équipe. Aujourd'hui, il n'y a plus de stratégie dans les petites courses d'endurance.
on a plus de la place à la stratégie. Pourquoi pas faire une course de 5h40 plutôt que de faire une 6h? C'est un exemple de point que parfois les teams aimeraient voir évoluer. Mais je pense il y a une consultation qui est faite par l'équipe SRO. On a un débrief tous les ans où on a l'occasion de s'exprimer d'exprimer nos souhaits. Ce qu'ils en font, j'en sais rien. Pas grand-chose puisque ça évolue pas des masses. Non, je rigole. Mais Bah, tu lui expliques si tu as besoin, on t'explique comment s'en passer. Mais justement, on sait que chaque fin de saison ou à partir de la mi-saison, je sais que Stéphane Rattel voit les équipes en one-to-one. Est-ce que justement, vous aussi, en tant qu'équipe, vous devez être amené aussi à être force de proposition et après, il peut y avoir une réflexion après en interne pour des améliorations. on est d'abord là pour critiquer tout ce qui a été fait, mettre le doigt sur tous les mauvais points. Bon, ça c'est fait. Donc, non, c'est pas mais vrai. il paye, donc il a raison. Hein. Non, c'est pas vrai. Je pense que ça sert un vrai débrief pour moi quand il est fait par une personne normalement constituée. Le vrai débrief, il est fait en disant voilà ce qui a bien fonctionné cette année, voilà ce qu'on retient, voilà ce qui a moins bien fonctionné, voilà quels sont nos souhaits et ce qu'on aimerait voir évoluer. Et je pense que en tout cas de notre côté, c'est de cette manière-là qu'on aborde les débriefs. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de se regarder dans les yeux de temps en temps et de se dire ça n'a pas marché. Mais bon, en tout cas, bravo pour tel point, bravo pour tel autre point. C'est nécessaire de le faire. Alors, je rebondis en disant que les formats exotiques que tu nous proposes, ils sont effectivement là pour remettre un peu de piment et rechanger les habitudes, rechanger le format. Sauf que, alors tu nous dis qu'est-ce qu'on en fait? Bah, on en fait qu'en général, on a un vote des teams Oui. et qu'il est vrai souvent, hein, tu n'es pas sans le savoir que l'exotisme Fait peur. n'est pas la qualité première de nos équipes sur le paddock. Mm. Je veux dire, rappelle-toi quand on a laissé rappelez-vous, quand on a laissé les ravitaillements libres à Monza il y a 2 ans, c'était quand même enclenché le mode panique pour certains. Hein. Ouais. Donc, je pense que les équipes en moyenne, et je le regrette, hein, je suis assez d'accord avec toi, n'aiment pas trop les changements de cap. Hein. Et est-ce que, par exemple, pour une finale l'année passée qui était à Jeddah, qui était quand même très loin, en Arabie Saoudite, est-ce que là, les équipes avaient été un peu consultées avant pour dire qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut... Tiens, c'est un parfait exemple. Jeddah. On va à Jeddah. On pense qu'on va amener quelque chose de différent, un circuit. Alors là, le mur. 80%, 85% des teams, qu'est-ce qu'on va faire à Jeddah? Vous êtes des malades, ça n'a pas d'intérêt, le circuit est moche, on n'aime pas le pays, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela, j'ai tout entendu, y compris des critères géopolitiques un peu ridicules. Donc on est parti à Jeddah en disant, on part avec la corde. Hum. Ça, c'est plus des cravates, c'est des cordes, on va se faire démonter. Arrivé là-bas, c'est formidable, vous me retournez. Bah oui, mais ça fait 6 mois que vous dites on veut pas y aller à Jeddah, on n'aime pas Jeddah. Maintenant, vous dites, donc on est parti pour un contrat d'un an en disant, Ouais, vite, calmer. évacuer ça parce qu'on va se calmer. Et maintenant, on veut tous y retourner. Bah voilà. Les pilotes ont adoré. Hein. Oui, ça reste un circuit de Formule 1. Hein. Jean-Michel, on a une question de Thomas qui demande, vu les perfs de pilotes tels que Jamie Day et Kobe Powell, est-ce que c'est des pilotes qui seraient susceptibles de rouler en pro à l'avenir? J'espère pour eux. Ce qui est, à mon avis, acquis, c'est qu'ils ne seront plus silver et qu'ils seront gold l'année prochaine. Et je trouve personnellement que c'est tout à fait normal. Et je pense que il y a un travail à refaire sur la catégorisation des pilotes. Et il y a beaucoup de faux silver. La prochaine question pour Laurent. Finalement, il y en a un paquet dans la silver. Je pense qu'il faut un jour peut-être se redéfinir clairement ce qu'est un pilote gold, ce qu'est un pilote silver et ce qu'est un pilote bronze. Et à partir du moment où on se définit ça clairement, on peut se rendre compte il y a des catégories qui doivent évoluer absolument. Mais pour revenir maintenant sur Kobe et sur Jamie, en tout cas, ce qui est une très belle histoire, c'est qu'ils font partie de l'académie Aston Martin et que Jamie a eu un budget de la part d'Aston Martin cette année pour rouler en Silver Cup. Il fait sa 2e année là maintenant et j'espère qu'il signera comme pilote pro l'année prochaine. Et Kobe fait partie de l'académie cette année et est certainement un des pilotes qui est en tête des classements dans cette académie Aston Martin. Ce qui veut dire qu'on arrive avec la marque à créer aussi l'histoire de cette filière qui est une filière pour les jeunes. Et je pense encore que l'année prochaine, les deux sont silver encore. En provisoire.
Oui, en je provisoire. pense que ce serait. Ouais, en Oui, provisoire. Et donc la question donc de Thomas aussi pour Laurent, si on voit que des silver comme Chris Lulam ou Élisée Odono qui sont silver cette année passent gold, et après on a des très bons silver qui eux restent silver et qui pourraient pourquoi pas passer gold comme Joseph Flock par exemple ou je sais pas ou Tom Fleming. Et comment est-ce que SRO intervient dans cette catégorisation de pilotes et est-ce qu'il y a moyen, selon toi, de trouver un meilleur équilibre pour faire une catégorisation plus logique? Écoutez, la classification des pilotes fait partie des prérogatives de la FIA, qui a une commission qui ne fait que ça, qui est composée de plusieurs parties, de promoteurs que vous connaissez bien, au Pays de l'Ariette notamment, et puis nous, et puis d'autres Allemands. Donc on se réunit, ils se réunissent, ils analysent les performances de l'année et ils décident entre sages de savoir si tu es blanc, noir, rouge ou vert. Et vous, par contre, la différence avec d'autres promoteurs, c'est que vous pouvez être amené à mettre des étoiles qui sont temporaires, par contre. Et en fonction du calibre du pilote, de la performance du pilote, à enlever cette étoile et le pilote retrouve sa catégorisation FIA. Ça, c'est effectivement une spécificité de la maison SRO. On se réserve le droit de ne pas être d'accord ou d'adapter la situation en fonction de l'équipe. Alors, on peut avoir une dérogation. Une dérogation, c'est soumis à une deuxième analyse de la part du comité sportif et du management des SRO. Et ça dépend des performances du pilote, de son âge, de son pairing, de son équipe et de sa voiture. C'est un ensemble de paramètres qui est pris en cause. Donc là, effectivement, on est peut-être amené à faire une étoile, une dérogation, on appelle une étoile. Et l'étoile est analysée après chaque résultat de la voiture et du pairing. Et l'étoile peut être amendée de pénalité. Si vraiment la direction est une erreur, l'équipe sera pénalisée puisqu'elle nous a enduit dans d'erreur, parce qu'elle a dit que ça va aller et que ça ne va pas. Donc elle aura une pénalité, voire même allant jusqu'à la changement de catégorie. Et on a toujours chez SRO un comité avec les équipes les plus anciennes et tout, où vous êtes amené à débattre sur certaines. les plus anciennes, c'est pas nous. Hein. Non, Nous, mais c'est- avant, je sais que dans le passé, il y avait Boutsen, Saint-Éloque, AF Corset. Oui, il y a toujours un Un comité. comité, hein. Il y a toujours un comité, oui. Peut-être qu'un jour on en fera partie, mais c'est pour les anciennes. Ouais, tu es trop jeune, hein. Il faut, Et, il faut avoir roulé avant et 1980. Jean-Michel, on a une question féminine d'Aurélie, qui demande est-ce que les 24 heures du Mans restent la finalité de l'équipe comme Toyo Racing? Alors, elle ne le reste pas, elle ne l'a jamais été. Et donc non, ce n'est pas une finalité. La finalité de Come to Racing, c'est d'avoir une entreprise qui est à l'équilibre et qui performe. Alors après, qu'on performe dans un championnat SRO, dans un championnat ACO, dans le DTM, dans tout autre championnat, ça, ce sont nos finalités. Donc partout, oui, nous voulons performer, mais nous voulons arriver aussi à la rentabilité et à l'équilibre financier. Oui, et vous avez d'ailleurs déposé des dossiers, c'est pas un secret pour rouler en Asia de Le Mans Series, et là, par contre, c'est vos deux dossiers qui n'ont pas été retenus par le comité de sélection. Oui. Donc, ils ont sélectionné une partie des voitures et puis voilà. On n'est pas les seuls hein, à avoir des dossiers qui sont refusés. Il y a quand même Oui, il y en a une beaucoup. dizaine de GT3 qui ont été refusés au moins. Donc, après, je n'ai pas dit non plus que je ne voulais pas faire le WEC, que je ne voulais pas participer aux 24 heures du Mans, que je ne voulais pas les gagner. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que c'est pas une finalité. Il y a plein d'autres courses qui font rêver et les 24 heures du Mans font rêver aussi, hein, ceci dit. C'est gagner une course et avoir un beau palmarès. Et les 24 heures du Nürburgring. Pareil. Jusqu'à là, j'aime beaucoup les grandes courses d'endurance. Depuis qu'on fait le DTM, j'adore les courses sprint comme celle du DTM. Je préfère largement d'ailleurs les courses DTM, les courses endurance. Pardon, je vais y arriver. Je préfère vraiment les courses sprint DTM avec un seul pilote où on peut s'identifier au pilote que le format qu'on a ici chez SRO, mais qui est autre chose. Mais là, c'est très personnel comme avis. Ok. Bon, Laurent, question BOP. Ah, ça, j'aime bien, moi. Ça y est, les emmerdes commencent. Une question BOP. Une question de Jean-Luc. Ah oui, il faut quand même savoir qui pose la question. Ouais, une question de Jean-Luc. Ah, Demande. que tous les prénoms que tu m'as fait, j'ai un doute là pour l'instant. Hein. Je Non, les connais tous et je me demande s'il y a pas un truc. Hein. même pas, Mhm. sinon on aurait changé quand même. Est-ce que l'avantage qui est pris en qualif pour une marque, pas une équipe, mais une marque, est-ce que ça fait partie aussi du calcul pour corriger la BOP avant la course? Je ne dirai rien sans la présence de mon avocat. Je vous répondrai pas. Je veux dire, j'ai déjà dit tout ce que je pensais sur la BOP.
Moi, je La veux bien BOP est répondre. ouais, bah, nous, forcément. Alors moi, je vais juste prévenir, hein, parce avant qu'il s'énerve, là, parce que depuis un moment, là, il est agacé avec le après la BOP. Et donc, du coup, il va partir au DTM. Donc, globalement, aujourd'hui, la BOP est effectuée par un service dans la maison SRO qui est autonome, qui est présidé par Claude Surmont, dans lequel il y a un comité qui rectifie les choses, comité où on a la présence de tous les constructeurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, à un moment donné, en tant que promoteur, organisateur d'événements, je ne mets pas les pieds dans le dossier de la BOP. Alors, il est clair que on le voit, mais que ce soit ici en GT World Challenge, que ce soit en DTM et que ce soit ailleurs où on accepte les modifications de BOP pendant l'événement, il est clair que le résultat qui est affiché à la fin d'une session influence le fait de vouloir calculer. Quand on voit Toutes les performances sont... bah, quand on voit une voiture qui se retrouve à 1 seconde 5, alors que, comme Laurent l'a dit dans des précédents podcasts, on veut avoir les voitures dans à 1/10. Quand il y a une voiture qui a 1 seconde 5, bah, on s'y intéresse, on essaye de voir. Donc oui, pour moi, on arrive à avoir un mix entre une balance de performance et une balance de résultat. Donc ça, c'est inévitable. J'ai envie de dire que chaque fois qu'une voiture sort sur la piste, il y a une prise en compte des performances. Ou de la part de l'équipe, ou de la part du constructeur, ou de la part du SRO. Mais bien sûr, et aujourd'hui, on l'a encore vu pendant la séance de préqualification. Ça joue, évidemment que ça joue. Les teams jouent, se cachent. Après, c'est à ce comité dont parle Laurent d'aller essayer de dépatouiller tout ça et d'aller essayer de voir qui joue à quoi, combien. Comité technique autonome, indépendant de SRO. Voilà, ils essaient de voir ça. Alors, pourquoi, en fait, on accepte, et ça fait partie aussi des points d'amélioration, pourquoi on accepte qu'une BOP soit changée pendant un week-end? Parce qu'en fait, si la BOP n'est pas bonne, c'est de la faute des teams ou c'est de la faute du gars qui fait la BOP? Pourquoi, lui, on peut pas dire un jour il est mauvais? Ce n'est pas bon, sa BOP. Pourquoi on ne peut pas accepter de dire, à la fin du week-end, le show que l'organisateur a proposé avec les acteurs que sont les teams n'a pas été bon parce que la BOP n'était pas à la hauteur? C'est ce qui se passe dans certains championnats. Mais à ce moment-là, on va arrêter de dire au team, c'est toi le mauvais joueur. Moi, dans mon entreprise, si à un moment donné, j'ai quelqu'un qui n'est pas à la hauteur pendant la durée d'un week-end, je peux vous assurer que j'ai un débriefing solide avec lui le lundi. Hein. Et les choses changent. Et on prend des décisions. Alors, évidemment, si vous dites à votre collaborateur pendant tout le week-end, tu peux changer les règles du jeu pour te sauver la face, comment on fait pour compter les bouses à la fin du match? Alors, pour ceux qui n'avaient pas compris, il est en train de péter l'ambiance. Et justement, il y a le même Jean-Luc posait la question. Il faut gérer, en plus, si on prend l'exemple de la BMW, qui n'est pas forcément rapide sur un tour, mais qui est plus en rythme de course. Donc, il faut en plus gérer tous ces paramètres-là en fonction des marques. Il y a tellement de paramètres, le poids, les pneumatiques, la durée de vie des pneumatiques, le comportement, moteur avant, moteur arrière. Il y a tellement de paramètres que je peux comprendre qu'une équipe soit très mécontente de sa BOP parce que la performance n'y est pas. Et l'investissement, par contre, il est là. Ils se disent, j'ai pas la peine que je me batte 25 ans puisque j'avance pas et j'ai plus envie de continuer. Moi, je comprends parfaitement cette situation-là. Je ne peux pas la commenter parce que je n'ai pas les compétences techniques pour savoir si la BOP elle est bonne ou pas. Voilà. Et donc, la question suivante était justement par rapport à ça. Par contre, je comprends la déception. Ça, Est-ce que, je te comprends, je te rassure. Hein. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, on le vit mal avec vous, hein, tu le sais. Hein, je veux Je dire. Mais c'est pas qu'avec Voilà. nous. Hein. Donc voilà, je ne sais pas, je fais pas une bataille personnelle sur ce point-là et une bataille pour Aston Martin, c'est pas ça. Ça se passe à tout niveau, ça se passe dans tous les championnats, ça se passe pour toutes les marques à certains moments. Oui, aujourd'hui, on se rend compte que, et ça fait quelques saisons maintenant hein, qu'on commence à discuter solidement de ça, mais il faut savoir aussi, et on en a déjà parlé, que les teams se renforcent, que les constructeurs se renforcent, qu'ils missionnent des gars qui sont là pour être là en permanence, pour discuter de ces problèmes de BEP. Alors qu'on essaye à tout prix d'essayer de réduire quand même un petit peu les coûts. Et ça coûte tous ces gars qui sont là et qui s'occupent de est-ce ça. que c'est pour discuter de la BOP ou est-ce que c'est pour être à la limite de la zone grise? Je pense qu'il y a les deux. Les deux, oui. Je pense qu'il y a les deux. Mais aujourd'hui, enfin, Mais c'est le jeu, c'est la compétition, on en a déjà parlé. bien sûr, aujourd'hui, évidemment que il faut essayer d'être le plus politique possible avec les gens qui sont nécessaires pour pouvoir avoir une balance de performance qui ressemble à quelque chose. Et il faut
évidemment avoir des gars qui analysent plus vite que ce que les choses se passent, qui analysent le règlement pour pouvoir aller dire, hop, ce point-là du règlement, vous êtes passé à côté et On va on l'exploiter. vous sanctionne dessus. On va l'exploiter. Oui. Et il y avait aussi dans les paramètres, il y avait une question aussi là-dessus, c'est est-ce que aussi le classement du championnat intervient justement pour laisser un maximum de suspense pour la fin de saison? Et là, je pense surtout au DTM. Non. À notre niveau à nous, je te le dis. Non. Hein. À notre niveau à nous, il n'y a pas de cause à effet entre potentiellement un spectacle qu'on veut donner par rapport à un autre. Ce paramètre-là, il rentre pas en jeu. On cherche la performance absolue. Alors, peut-être plus ou moins bien parfois. Il peut se passer qu'effectivement, il y a des trucs qui sont pas compréhensibles, mais généralement, c'est basé sur des données techniques. Et le jeu, actuellement, c'est que la boîte doit tenir compte de tout le monde et de tout, y compris du masquage permanent de pas mal de monde. Par rapport au DTM, ça s'est déjà fait dans le passé en DTM, où c'était piloté, etc. Je sais que c'est notre première année dans le DTM. 27 changements de BOP sur la saison. Il y a une question justement pour toi, Jean-Michel, je te coupe. Justement par rapport au DTM, on entend souvent que le DTM, ça a souvent été un championnat dit entre guillemets politique. Est-ce que là, justement, les incessants changements de BOP le prouvent? Parce qu'on a l'impression maintenant que tu fais la pole, t'es pénalisé. Oui. Et tu caches et on va te reprocher d'avoir caché. Oui. Donc c'est difficile d'arriver à trouver, je trouve, le juste milieu entre se montrer et pas être pénalisé après. Et d'un autre côté, avec Gilles Magnus, on a fait la pole à Hockenheim. Et ok, on nous a réduit un tout petit peu la puissance. On n'était pas non plus. Je ne me suis pas estimé pénalisé le week-end dernier à Hockenheim. Ça a été peut-être ajusté, mais bien sûr qu'on est de nouveau sur l'ajustement de la performance Oui. et du résultat. Je voulais juste ajouter quand même parce que on parle beaucoup de théorie là. Il y a un moment donné où il faut bien voir que la BOP est une chose, l'impact du pilote, de l'ingénieur, des pneus, de tout ce qui se passe pendant la course, elle modifie une BOP rapidement. La BOP, elle peut être très influencée pendant une course, pendant une qualif. Mais tu C'est sais, pas Laurent, forcément me dire que tout le monde est au top niveau tout le temps pour faire et que c'est la BOP qui déconne. Par moment, c'est pas vrai. oui, mais tu sais, Laurent, moi j'ai un problème à expliquer à mes clients et à mes partenaires que Gilles Magnus au Red Bull Ring en DTM, comme ça on en parle, on ne parle pas d'un championnat ici. En DTM, Gilles Magnus fait P3 en qualification et avec une Aston Martin sur le circuit du Red Bull Ring, la même météo le lendemain, il fait P18 en étant à 1 seconde 5 de son temps de la veille. Oui, là, c'est du. Oui, là. En sachant Là, non, effectivement. qu'il y a une balance de performance qui a été modifiée. Mhm. Comment je dois expliquer ça à mes clients? Et moi, ce qui m'embête le plus dans la balance de performance aujourd'hui, et on l'a très bien dit, et la voiture pro, j'ai envie de vous dire, c'est pas mon problème, c'est le problème des constructeurs. Moi, ce qui m'embête aujourd'hui, c'est qu'on est à la fin de la saison, que lundi, mardi, on a des journées de test pour tester des nouveaux pilotes et des gens qui ont envie de rouler en GT3. À partir du moment où on va avoir des voitures qui sont classées 25e, 30e, 35e, et qu'on est comme on était le cas tout à l'heure, à 1 seconde 5, 1 seconde 7 des temps, j'aimerais que Stéphane Rattel et Claude Surmont viennent avec moi argumenter le fait de venir rouler sur une Aston Martin chez Come To You Racing l'année prochaine en GT World Challenge. Et je suis curieux de voir les arguments qu'ils vont mettre sur la table, sachant que notre voiture est la plus rapide, on est plus rapide que Verstappen et que Valkenhorst. Et là, j'attends les arguments commerciaux pour pouvoir vendre des clients qui sont vos clients l'année prochaine. Parce qu'au final, c'est eux qui payent l'entrifie, c'est eux qui payent les pneus, c'est eux qui payent l'essence. Ouais, une fois, là encore, je comprends ta frustration. Maintenant, voilà. La BOP, elle est là. D'abord parce que personne ne veut pas autre chose. Il y a un moment donné, la BOP n'est pas bonne. Vous voulez autre chose? Non. J'ai pas entendu. Ben, c'est qu'il y a d'autres choses. J'ai pas vu, pas de BOP. Et ben, c'est quoi d'autre chose? Pas de BOP, ouais. Donc, allez hop, le premier arrivé, c'est après vous, il a gagné. Et là, vous allez vous dire, ah là là, c'est pas possible. Moi, je fais une proposition, c'est d'avoir une BOP qui est publiée le mercredi et on la change pas d'ici le dimanche soir. Oui. Oui. Bah écoute, c'est toi qui dis ça. C'est pas ce que pense ma équipe et tu sais parfaitement parce qu'elles mettent la pression tout le temps pour dire ça ne va pas, faut changer ça. Oui, je suis d'accord. Et Ça fait et que 3 ans qu'on et a- le comité. Alors, moi, je peux comprendre que tu sois mécontent, mais vraiment, hein, parce qu'effectivement, ça a un impact commercial, ça a un impact d'image sur la maison. Et j'ai envie de dire que l'erreur est humaine et que peut-être qu'effectivement,
la BOP était peut-être perfectible, mais c'est pas tout le temps. Tu dis ça Ben, était toutes les courses. 20 courses avec une Aston Martin, puisque ça fait la deuxième saison. 20 courses avec Aston Martin, pas une pole. Mattia Drudi, qui est un des meilleurs pilotes de GT3, Mm. qui cartonnait sur une Audi, Mm. aujourd'hui se retrouve en général P7, P8, P9, P10. Tu sais ce que- Il est certainement devenu Mais un mauvais tu sais ce que pilote. tu fais avec ta prochaine podcast, t'invites Claude Turmont et puis voilà. Mais moi, je veux bien parler avec lui. Mm. Et alors, il va m'expliquer qu'ils tiennent compte d'énormément de paramètres. Si tu veux, les explications de Claude, et on en a. Il voit tout. Oui, des explications, t'en as. Elles te plaisent pas, mais t'en as. Ouais, mais est-ce que le... Mais moi, ce qui m'intéresse, Mm. c'est pas une explication. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des actes Mm. et de dire aujourd'hui, j'admets ce qui a été fait par Michael qui s'occupe avec Claude de la BOP en DTM. Il est venu me voir le lendemain en me disant, je suis vraiment désolé, c'est vrai qu'on s'est trompé. Tu vois, l'erreur est humaine. Bien sûr que l'erreur est Par humaine. contre, effectivement, elle Quand impacte tu ton la business. commences 20 fois suivant, ça ne devient plus une erreur. que là aussi, le fond du problème, c'est que les BOP, c'est assez opaque. C'est assez opaque parce que personne sait. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise, à la limite, Je suis assez d'accord que c'est assez opaque et je pense que c'est un peu ça le problème. mais C'est que les voitures sont devenues tellement compliquées Parce que- aujourd'hui, les teams sont devenus tellement musclés aujourd'hui ouais, que je ne sais pas pour qui c'est opaque en fait. Ouais. Est-ce que c'est opaque pour le grand public ou est-ce que c'est opaque pour celui qui l'a fait? et puis est-ce que les constructeurs font pas le mal aussi un peu eux-mêmes? On l'a très bien dit, quand tu changes 27 fois sur une année la BOP dans un championnat où il y a 8 courses, 8 meetings, c'est qu'à un moment donné, Il y a un trou dans la ils raquette. voient pas clair. Ce qui est assez surprenant, Mm. c'est que finalement, c'est la même personne qui l'a fait des deux côtés, la BOP. C'est le seul dénominateur commun. Question, Jean-Michel, pour toi, de Manu, qui demande qu'est-ce que ça fait de faire rouler son fils dans l'équipe? Ah ben c'est génial de faire rouler son fils dans l'équipe. C'est génial pour le père. En revanche, je ne suis pas sûr que je lui rends service. Parce que, évidemment, Nico, il est badgé comme Il n'y a pas une bonne BOP. Oui, en plus. Non, mais Nico, il est badgé comme To You Racing et il est badgé Aston Martin. C'est un pilote payant. C'est ses parents qui payent son volant chez Comme To You Racing. Client. Et il est client. Donc, Nico, il est capable d'aller rouler demain sur une Lambo, est-ce que j'en vois une là? Il est capable d'aller rouler demain sur une Mercedes ou sur une BMW. Les portes sont grandes ouvertes et si ça l'aide dans sa carrière, eh bien, il peut le faire. Il a roulé à l'époque chez Saint-Éloque alors que nous, on travaillait avec Audi. Et ça lui a permis aussi d'ailleurs d'aller voir ce qui se passe ailleurs et d'aller voir comment les autres teams travaillent. Pour le reste, je suis hyper fier d'avoir mon fils qui roule dans mon équipe, dans mon entreprise, etc. C'est un vrai bonheur. Maintenant, c'est pas simple à gérer parce que finalement, je vois pas mon fils pendant tout le week-end. Je vois un pilote et la chance qu'il a lui, c'est que il peut très bien me tirer la gueule. Parce que là, pour la peine, je suis pas son boss. Donc, moi, tous les autres pilotes, ils peuvent pas me tirer la gueule, mais lui, il peut. Question aussi pour Laurent, c'est la dernière question pour Laurent. Comment est-ce que tu vois, alors je pense que je vais t'irriter encore, mais comment est-ce que tu vois l'avenir avec l'hydrogène, l'électrique? C'est une question de Thomas. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des réflexions parce qu'il faut évidemment suivre un petit peu, entre guillemets, un peu le mouvement ou pas? Écoutez, je ne suis pas devin, je ne sais pas lire l'avenir. Je puis vous dire que on fait tout ce qui est possible de faire dans ce domaine en restant sur les bases que c'est la compétition client et que le développement technique coûte beaucoup d'argent et sera invariablement répercuté sur les équipes qui déjà sont pas présentes de la BOP. Donc si on continue avec ça, on va pas y arriver. Nous sommes une compétition client qui est un développement en compétition constructeur, certainement, hein, c'est déjà le cas, bien que j'ai parfois l'impression que pas mal de monde revient en arrière sur ce sujet. Donc déjà, à ce jour, nous avons une essence particulière qui est beaucoup plus vertueuse que l'essence normale que vous avez. Elle est aussi beaucoup plus chère, puisque on part sur des bases de 6 euros. 6 euros et quelques le litre. Donc c'est vous dire que déjà l'effort, il est quand même énorme, parce que c'est pas une essence, c'est une vente renouvelable. Donc c'est compliqué. Plus loin, comme tu l'as dit, on verra ce que nous propose. Est-ce qu'il y a un retour des énergies thermiques? Est-ce qu'on va à l'électrique? L'hydrogène? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Pour moi, il n'y a pas de grand plan spécifique. Il y a des découvertes partout. On a vu des disciplines qui, soi-disant électriques, s'arrêter ou pas faire de monde. Donc voilà, on verra bien. C'est pas vraiment une question qu'on nous pose régulièrement. Nos fans, je veux dire, dans les paddocks, là, vous-même, la presse, vous ne dites pas, ah,
quand est-ce que vous allez changer de régime de carburant? On ne demande pas ça. Et moi, j'ai une question qui est de moi-même, qui va à l'opposé, du coup. Est-ce qu'on voit en discutant avec toutes les équipes ici, même à Barcelone, que toutes les équipes sont intéressées par le nouveau championnat GT3 Revival Series? Et là, ça s'annonce comme un succès avant même le lancement, là. Il y a un vrai intérêt d'une génération de revenir à leurs amours passés, sûrement. Et donc, quelque part, oui, ça, c'est en train de fonctionner. Maintenant, vous savez que techniquement, ces voitures sont un peu différentes. Les technologies sont différentes. La bob va être plus facile. Enfin, j'espère. Et globalement, oui, c'est en train de marcher, c'est en train de partir, oui. Question de Julie pour Jean-Michel. Oui. Quelle est la chose que tu, dans ton team, la chose que tu ne laisses pas passer? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu mets un point d'honneur à ne pas laisser passer? Il y en a plusieurs. La première chose, le non-respect de l'humain. Ça, c'est quelque chose que je ne laisserai pas passer, que ce soit par l'interne ou que ce soit par l'externe. Si on ne respecte pas les gens qui travaillent avec moi et qui vivent dans notre environnement-là, ça, c'est clair que je laisse pas passer. Il y a un autre point que je ne laisserai jamais passer non plus, c'est qu'on triche. Ça, c'est hors de question. Et on sent quand même que tu mets aussi un point d'honneur aussi au niveau de l'accueil. Je sais que tu es aussi le premier à toujours inviter les spectateurs à venir voir, à venir rentrer, à voir le behind the scene. Oui, voilà. Alors après, si on m'interdisait de laisser rentrer les fans dans les box, si on m'interdisait alors là, je ne laisserais pas passer non plus, Oui. parce que c'est pas ma Oui, philosophie. C'est pas l'autre non plus. Voilà, non, en plus. Et là-dessus, on travaille souvent avec Laurent d'ailleurs pour pouvoir animer, ouvrir, faire vivre des trucs exceptionnels. Je pense pareil, même si on a des différends, même si on n'est pas content des perfos, de la bob, du sportif, des inconvénients qu'on peut avoir de la gestion de piste, il faut rester humain, il faut rester poli, il faut rester bien élevé, il faut rester à l'écoute, oui. Et dernière question de Jean-Pierre. Est-ce qu'en 2025, il est encore possible de fédérer de gros partenaires en sport automobile, et notamment en GT? Ou est-ce qu'il faut se battre encore plus, qu'il fallait se battre, je sais pas, vous venez du TCR, tu vois, du tourisme, est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que la situation économique actuelle fait que c'est de plus en plus compliqué? Ou est-ce qu'on arrive encore à intéresser? Il y a de plus en plus de spectateurs sur les meetings, tu vois, en DTM où c'est full. Mais est-ce que c'est facile au niveau des partenaires par rapport à ce que tu peux leur proposer? Il y a des marchés où je pense que c'est plus facile parce que il y a un intérêt énorme de la part du public et donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous en tant que team, on a plus de contacts de partenaires et de gros partenaires avec le marché allemand. Il y a une demande de la part de pas mal de grosses ou moyennes entreprises allemandes qu'on leur ouvre des marchés en France, en Belgique, en Espagne, et qu'on puisse les mettre en contact avec des gens comme ceux-là. C'est là où c'est complémentaire aussi, le fait de pouvoir se dire on roule dans plusieurs championnats, et grâce au contact qu'on a dans les autres championnats, on peut aussi ouvrir les portes et faire ça. Ce qui est sûr et certain, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, les partenaires ne veulent plus avoir un gros sticker sur une voiture. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est qu'on les fasse rencontrer d'autres personnes qui sont décideurs dans d'autres entreprises. Ce qui les intéresse, c'est qu'on leur fasse vivre à eux et à leurs collaborateurs ou à leurs clients des moments exceptionnels. Et ça, c'est là où l'approche est complètement différente peut-être de ce que c'était avant. Laurent, voilà, on a fait un peu le tour de ces différentes questions posées par nos auditeurs et nos lecteurs d'Endurance Info, à Laurent Godin, manager général des Cross Track 24 heures de Spa, et à Jean-Michel Barthes, le team principal de Come2 Racing. On espère que ce format vous a plu. On est potentiellement amené à le renouveler avec d'autres personnes. Ou les mêmes. Ou les S'il y a d'autres questions. Si elles sont toujours aussi disposées à nous accueillir de cette façon. Alors, moi, je trouve ça bien et je vous remercie pour ces formats et pour ce côté interactif qu'on a. Et c'est très bien, c'est très sympa d'avoir eu des questions comme ça. N'hésitez pas par contre à venir sur les circuits, à venir dans les box pour poser ce genre de questions, pour passer du temps avec nous. Et ça, c'est ce qu'on disait, mais c'est vraiment une ouverture que on veut avoir. Ne manquez pas le match retour. Voilà. C'est vraiment intéressant de pouvoir partager en fait sur tout ça. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui doivent rester publiques et qui doivent l'être. Donc Laurent, d'autres numéros de ce style dans les prochains numéros de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Vous avez évidemment
à vous abonner sur les différentes plateformes et à vous abonner également sur le site internet d'Endurance Info. Laurent, on se donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro consacré à débriefing de la finale du GT World Challenge Europe Endurance à Barcelone. Merci Laurent. Merci à vous. À bientôt. Merci à vous, à bientôt.